Très bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Vous commencez à être un petit peu nombreux, on est heureux de vous accueillir. On sait que ça va être une belle journée parce qu'on a bien démarré ce matin avec la victoire de l'équipe de France. Et puis, il fait très beau. Et il va y avoir du monde aujourd'hui puisque c'est une journée grand public. Donc, soyez les bienvenus. Si vous avez des copains qui traînent quelque part, appelez-les, dites-leur de venir à vos côtés. On va avoir une série de 5 discussions, là, jusqu'à 15 heures, avec des gens tous plus intéressants les uns que les autres, et je vous encourage à rester à nos côtés. On va parler tout de suite des grands événements, hein, en marche vers les grandes compétitions, c'est le sujet de cette table ronde, et pour ça, nous allons accueillir les personnalités suivantes. Ils représentent donc France 2023, Coupe du Monde à Paris, la prochaine édition de la Coupe du Monde aura lieu à Paris, et je vous demande de bien vouloir l'accueillir. Il est conseiller stratège image auprès de la Coupe du Monde 2023. Et je vous demande de bien vouloir accueillir Monsieur Xavier Couture. Applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour. Installez-vous. Voilà, il est accompagné de 2 dames. La première s'appelle Chloé Morin. Elle nous vient de Ipsos, où elle est directeur de projet. Elle va nous expliquer à quoi peut servir un institut de sondage dans le monde du sport vis-à-vis de la société. Bonjour, un applaudissement pour Chloé, s'il vous plaît. Installez-vous où vous voulez. Et elle nous arrive tout droit de Polytechnique. Je vous demande un applaudissement tout particulier pour une enseignante-chercheuse qui s'appelle Caroline Cohen. La voici, la voilà. Alors je vais commencer par vous, Monsieur Couture. Ça n'est pas du tout de la misogynie de ma part, c'est simplement parce que l'événement le veut aujourd'hui. Vous avez sûrement une réaction à ce bon démarrage au sein de la Coupe du Monde de notre équipe. La première chose, c'est que à 4 ans de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en France, il est sûr que le match de ce matin était un peu crucial, puisque c'était d'une certaine façon un billet pour les quarts de finale. Absolument. Si nous étions capables de battre les Argentins. Alors, je pense que quand on parle des grands événements, et qu'on se dit en route vers les grands événements, le premier point que moi je veux soulever, puisque j'ai cette responsabilité auprès de toute une équipe, c'est de se dire que ça n'est pas évident. Ce n'est pas parce que ça a existé que ça doit forcément continuer d'exister. La raison d'être de n'importe quelle grande entreprise humaine doit toujours être une question que l'on se pose. Et en 2019, a fortiori en 2023, dans un monde qui est marqué par des bouleversements de toute nature, évidemment les bouleversements technologiques que l'on connaît, mais aussi l'extraordinaire bouleversement climatique, on peut s'interroger sur le bien fondé de ces grands événements et de la manière dont on les organise. Et pour nous, c'est je dirais, c'est un sujet premier que de savoir définir la raison d'être, pourquoi nous faisons ce grand événement. Alors, c'est vrai que ce matin, on l'a vu d'ailleurs, et je dirais que dans la manière dont l'équipe de France a joué, c'est-à-dire une bonne mi-temps et une moins bonne seconde mi-temps, elle illustre ce qui est notre credo, notre volonté collective au sein de cette Coupe du Monde 2023, c'est l'énergie d'être ensemble, le collectif. Et le rugby n'est pas un sport comme les autres. Le rugby, on l'a vu encore ce matin, n'a aucun sens si l'on se prend simplement l'intérêt de chacun comme étant le premier gouvernant du sport. C'est un intérêt collectif, et évidemment, tous les sports d'équipe sont des sports collectifs, mais y a-t-il un sport plus collectif que le rugby? Je ne le crois pas, et encore une fois ce matin, tout a été démontré pour que soit prouvée cette originalité du rugby. Alors, l'autre originalité du rugby, c'est que c'est un sport qui vient d'en bas. Ce n'est pas un sport qui est... alors, les Jeux Olympiques, les grands sports, tous ont leur place, mais là où le rugby a une particularité aussi, une originalité, c'est que c'est un sport qui vient du terrain, du terroir, du village. Et progressivement, en France, c'est un sport qui a gagné le monde citadin. Aujourd'hui, les quartiers, aujourd'hui, les grandes métropoles se mettent à jouer au rugby. Alors évidemment, depuis un certain temps, on l'a vu à Lyon, pas ici que je vais dire, il y a une très grande équipe de rugby et qui joue à quelques mètres de là où je parle. Mais il y a à Paris maintenant l'intérêt à Lille. Et ce qui nous rend vraiment très optimistes, c'est de voir à quel point ce sport, qui est un sport
de collectif, un sport à pratiquer ensemble, gagne les quartiers, gagne les banlieues, gagne ces zones où il n'était pas a priori destiné à être joué il y a encore 10 ou 15 ans. Se féminise énormément. Le deuxième point, et je vais y revenir, le deuxième point, c'est effectivement dans nos grands objectifs pour 2023, il y a au premier rang le collectif et la fête. Parce que le rugby est aussi un sport où l'on se montre et où l'on est capable de faire de ce moment partagé un moment de plaisir et de bonheur. C'est extraordinaire d'ailleurs parce que, là on le voit encore, Jean-Pierre Rive a une définition formidable. Il dit, tu comprends, le rugby, c'est 15 types et un ballon, et puis quand il n'y a plus de ballon, il y a encore 15 copains. Eh bien, je dirais même 30, même si à la fin de ce match, il y avait un peu d'énervement, mais on voit bien que c'est un sport qui se situe en dehors des règles habituelles où on est très individualiste, où on peut beaucoup contester l'arbitre. Là, on a eu un match ce matin qui est un vrai match territorial et qui montre que ce sport de terroir est capable de faire valoir ses grandes valeurs à travers la planète entière. Et au bout du compte, c'est un langage commun pour toute une population qui se retrouve au sein de cette grande fête. C'est une fête sur le terrain, c'est une fête avant, c'est une fête après la troisième mi-temps. Et bien évidemment que je ne vais pas rappeler son essentielle présence dans le monde du rugby. Le deuxième principe fondamental qui va être le nôtre, c'est le respect de l'environnement. Alors, le greenwashing est devenu un truc à la mode, mais Claude Hatché, qui dirige le groupement d'intérêt public qui va organiser la Coupe du Monde 2023, me l'a dit le premier jour où on a commencé à travailler ensemble, cet événement ne sera pas un événement comme les autres sur le plan de son bilan carbone. Il sera montré, démontré, prouvé. Ce sera un événement exemplaire de ce point de vue. La fête, le respect de l'environnement, un bilan carbone extrêmement favorable. Le troisième grand principe, c'est intégration et mixité. Vous l'avez dit, le rugby est un sport de femmes aujourd'hui. C'est un sport de femmes dans les tribunes. C'est un sport qui de plus en plus se féminise. On le voit dans les audiences à la télévision. On le voit dans les stades. Mais le rugby, c'est aussi un sport qui se féminise sur le terrain. Nous avons de merveilleuses joueuses. Safi Ndiaye en est une qui était extraordinaire, mais il y en a d'autres. Et il y a maintenant une Coupe du Monde de rugby féminin. On sait qu'aujourd'hui, les femmes sont sur la pelouse, les femmes sont dans les gradins, les femmes sont devant les écrans. Donc, à charge pour nous en 2023 de faire de ce grand événement un événement totalement mixte. J'ajoute que l'intégration est un élément fondamental, intégration sociale, intégration de l'ensemble des populations qui aujourd'hui sont capables de venir s'intéresser ou jouer à ce sport qui est devenu, encore une fois, un sport de quartier, un sport de banlieue. Alors je crois que vous avez un maître mot, hein, je suis ça d'assez près parce que je viens du monde du rugby, il y a un maître mot qui est rassembler. Hein, alors, et ça c'est important. Comment rassembler toutes les parties dont vous parlez, parce que c'est complexe. Hein. On l'a vu ce matin, ce mot ensemble, ce mot de rassemblement, encore une fois, c'est le maître mot du rugby par essence, par nature. C'est un sport qui rassemble sur le terrain, c'est un sport qui rassemble autour du terrain, c'est un sport qui rassemble après les matchs, c'est un sport qui est rassembleur et encore une fois, c'est un langage commun pour des millions et des millions de gens. Il y a plus de 100 aujourd'hui fédérations à travers le monde. Nous venons d'un sport original qui a été un sport de disruption, puisque William Webelis, c'était en 1823, a décidé de prendre un ballon de football à la main et d'aller marquer avec ce ballon dans la main. Et à partir de là, on a commencé à inventer ce sport dont Gilbert a inventé la vessie ovale qui le rend à la fois extraordinairement difficile à pratiquer et parfois imprévisible dans la manière dont le ballon joue avec le terrain et les joueurs. Oui, le rassemblement, encore une fois, c'est le maître mot, parce que probablement, dans ce pays qui est aujourd'hui considéré par les sociologues comme un archipel, un pays qui est souvent morcelé, où on dénonce la communautarisation,
Le rugby fait partie de ces langages communs, fait partie de ces expériences humaines collectives qui permettent ce grand rassemblement. S'il n'y a pas de doute sur le fait qu'un Néo-Zélandais, un Argentin, un Japonais et un Gallois parlent le même langage lorsqu'ils sont sur le terrain avec un ballon ovale dans la main ou dans les tribunes, parce qu'on observe le même jeu arbitré par des hommes qui sont des experts et qui sont des experts respectés et interprété par des joueurs qui sont des athlètes de très haut niveau, si ce langage, on peut le partager d'un bout à l'autre de la planète, il n'y a aucune raison qu'on ne le partage pas chez nous. Et cette Coupe du rugby 2023, ça va être aussi un moyen de créer ce rassemblement à l'intérieur même du pays, et un rassemblement pour valoriser nos terroirs, nos territoires, nos villages, mais aussi nos villes, nos beautés, notre patrimoine architectural, et puis valoriser ce qu'est l'âme française, son originalité, qui viendra se parler avec d'autres nations, mais qui, là encore une fois, partagent le même langage que le nôtre. C'est le maître mot. Et c'est un maître mot qui est tellement qui est tellement évident pour les amoureux du rugby, puisque le rugby, et on l'a vu ce matin, quand une équipe est rassemblée, elle gagne. Quand elle est moins rassemblée, elle a plus de mal à gagner. Eh bien, c'est cela l'âme du rugby. C'est comme dans un violon, on parle d'une âme. Eh bien là, c'est la même chose. Pour que cet instrument qui est une équipe de rugby puisse jouer au mieux, il faut que cette âme du rassemblement soit absolument portée à son sommet. Merci, monsieur. Je vais vous proposer une petite respiration, 2 minutes. Chloé, si vous voulez bien intervenir. Alors, je rappelle que vous travaillez à Ipsos, que c'est un institut de sondage. Je vais vous le laisser présenter. Et puis, vous allez nous dire exactement ce que vous faites sur les études que vous faites. Je crois qu'il y a une relation particulière entre le sport et tout ce qui est sociétal. Oui, exactement. La transition est toute trouvée parce qu'on vient de parler de mixité, d'environnement, de collectif, de dialogue, de langage commun. Et on voit bien à travers ce qui vient d'être dit que la relation entre le sport et la société est très intime et que le sport influence la société de multiples manières. On a eu encore récemment des exemples de débats de nature politique ou sociétale qui venaient au cœur des événements sportifs. Il se trouve que chez Ipsos, on mesure l'opinion de multiples manières et donc on est amené à mesurer l'impact qu'un événement sportif ou que le sport en général peut avoir sur l'opinion, peut avoir sur les pratiques sportives ou peut encore avoir évidemment sur l'association émotionnelle des gens avec une marque, par exemple, qui serait associée à un événement. Et donc, je vais essayer de vous montrer quelques-unes des manières dont on peut aujourd'hui mesurer l'impact du sport ou l'impact des grands événements sportifs sur la société. Alors, la première chose qu'on sait très bien faire aujourd'hui, c'est savoir comment est-ce que les gens regardent des événements sportifs, avec qui, dans quelles conditions. On peut même voir que selon les pays, selon les aires géographiques, selon les sports et selon les publics, la manière dont on regarde le sport et dont on profite des événements sportifs varie énormément. Ça, c'est des données qu'on rassemble au niveau mondial. En l'occurrence ici, c'était pour la Coupe du Monde de foot en Russie, mais c'est un premier type d'étude qui en fait est assez intéressant parce que ça me permet de mettre en lumière des différences de pratiques selon les pays. Je passe vite sur les slides parce que je ne veux pas dépasser mon temps, mais si jamais vous voulez avoir accès aux données après, on pourra les distribuer. Une deuxième manière de mesurer l'engagement autour du sport et finalement la manière dont le sport s'invite dans la vie des citoyens, c'est évidemment l'engagement sur les réseaux sociaux. Et là, vous avez un exemple assez concret. Vous avez une carte d'Europe de l'engagement autour d'un événement particulier qui était la finale de la Coupe du Monde de football en 2014 avec des tweets géolocalisés. Donc ça vous donne un autre exemple d'outil qui permet de savoir quelle est l'intensité des conversations sur les réseaux sociaux, sachant qu'après, on peut aussi avoir une analyse
qualitative de ce qui se dit et de dégager des tendances. Ici, c'est un exercice qu'on a fait plus récemment, puisque les données sont sorties hier. C'est le nombre de conversations générées sur Twitter autour des JO 2024 au cours des 12 derniers mois. Et là, on peut mesurer à la fois l'aspect quantitatif, avec des pics de tweets associés à telle ou telle actualité particulière autour des JO. Mais on peut aussi, évidemment, rentrer dans une analyse plus qualitative avec le contenu des conversations, les mots qui ressortent le plus, les influenceurs et le degré d'implication des gens, que ce soit sur Twitter ou sur d'autres types de réseaux. On est aussi capable, avec des dispositifs méthodologiques un petit peu plus compliqués, de mesurer l'implication émotionnelle finalement qu'il peut y avoir autour d'un événement. Et ça, c'est particulièrement utile plutôt pour des marques, c'est-à-dire qu'on est capable de savoir, par exemple, de manière très précise, autour d'un événement qui intéresse une marque particulière, quel est le type d'association émotionnelle que les gens vont faire avec l'événement et avec la marque, et quel est le bénéfice que la marque pourra en tirer. L'une des conclusions qu'on tire de ces études, par exemple, c'est que pour qu'il y ait un bénéfice d'une marque autour d'un événement sportif, il faut que les valeurs de la marque soient très fortement en adéquation avec les valeurs du sport en question. Et que si la marque n'a rien à voir en termes de valeurs et d'histoire avec le sport auquel elle s'associe, elle a très peu de chances finalement de bénéficier d'un événement donné. Évidemment, une autre manière très commune de mesurer les interactions entre les événements sportifs et la société, c'est les retombées touristiques. Et là, on commence à arriver aux limites de ce qu'on sait mesurer, puisque récemment, un rapport parlementaire commissionné par le Premier ministre disait en fait qu'il faut faire plus pour mesurer systématiquement les retombées touristiques d'un événement sportif. Et lorsqu'on sait les ambitions qui sont celles de la France en termes de recettes touristiques et de fréquentation pour les années à venir, on commence à toucher du doigt les enjeux de systématisation et d'élargissement en fait, des études d'impact touristique qu'il peut y avoir autour des événements sportifs et notamment autour des événements qui sont prévus très bientôt en France. Évidemment, on a aussi une connaissance très précise aujourd'hui grâce aux instituts d'études publiques et à un certain nombre de chercheurs des pratiques sportives. On connaît très finement comment le sport se pratique et par qui et où. Et on a une évaluation, on a une possibilité d'évaluer après chaque événement l'impact, par exemple, en termes d'affiliation à tel ou tel sport. On sait par exemple qu'il y a 20% de plus de licenciés du foot féminin à la rentrée depuis la dernière Coupe du Monde. Donc c'est des éléments qui sont indicatifs. Il faut noter tout de même qu'il n'y a rien de systématique. Il n'y a pas de dispositif à ce jour qui associe l'ensemble des pouvoirs publics et des instituts de recherche pour systématiser l'impact en fait, de tel ou tel événement sur des pratiques sportives. Et c'est l'enjeu qui se dégage finalement petit à petit au fil de cette présentation, c'est qu'on a des capacités très très disparates de mesurer l'influence du sport sur la société dans son ensemble dans toutes ces dimensions, c'est-à-dire à la fois comment ça change les pratiques sportives, comment ça change les esprits, comment ça peut avoir un impact sur l'économie. Mais en réalité, bien souvent, il y a des zones d'ombre dans cette évaluation. Et de plus en plus, on voit les pouvoirs publics, les chercheurs appeler à une réflexion beaucoup plus systématique et globale parce que ça n'est pas juste une nécessité de mesurer l'ensemble de l'impact d'un événement sur la société ou d'un sport sur la société. C'est devenu aussi
quasiment une condition de l'acceptation sociale des grands événements sportifs. On parlait de mixité tout à l'heure. On sait que quand des sommes importantes sont investies dans des infrastructures, par exemple, il y a des enjeux de territoire, il y a des attentes citoyennes qui sont derrière. Et de plus en plus, la puissance publique ou privée a besoin de justifier, d'objectiver, en fait, finalement, les investissements qui sont faits. Je ne vais pas revenir sur toutes les polémiques qu'il y a eu ces derniers temps, mais il y en a eu, et pas qu'en France d'ailleurs, il y en a eu quand il y avait eu les JO d'Athènes, il y en a eu à Londres, etc. C'est une problématique vraiment qui devient de plus en plus importante. Et donc, par exemple, une illustration de polémique, c'est la polémique autour du sport business, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que le sport doit être associé au business ou pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on mesure, qui peut être contesté par les opinions publiques. Ici, vous avez une trentaine de pays que nous avions interrogés. Et c'est vrai que selon la culture du pays, selon la situation économique du pays, vous allez avoir un potentiel de réaction plus ou moins grand, finalement, à ce type de problématique. C'est une polémique parmi d'autres, mais vous en avez tous sans doute beaucoup en tête. Et donc se pose la question d'une mesure systématique à la fois de l'héritage matériel et immatériel des grands événements pour éviter les promesses non tenues, en fait, le reproche et les critiques en promesses non tenues, et puis peut-être avec une approche nouvelle qui soit à la fois une approche qui associe des disciplines très différentes, c'est-à-dire que les économistes ont leur mot à dire, les historiens ont leur mot à dire, les sondeurs ont sans doute leur contribution à apporter, mais les sociologues, etc. Du côté des pouvoirs publics, vous avez une association des territoires qui est de plus en plus demandée et importante, parce que de plus en plus on essaye de partir des besoins des territoires pour faire émerger finalement un projet d'événements qui s'inscrivent dans un projet territorial et qui répondent aux besoins des habitants. Et enfin, des méthodologies qui doivent être aussi hybrides. Vous en avez vu quelques exemples. Aujourd'hui, on a des méthodes très, très poussées pour mesurer les émotions au niveau individuel, pour mesurer l'implication sur les réseaux sociaux, cartographier les besoins. Et donc, en tout cas, nous, chez Ipsos, on a la conviction qu'il y a un pas de plus à faire dans cette systématisation de l'évaluation de l'impact des événements et du sport en général sur la société, parce que c'est une manière finalement de tirer le meilleur du sport et d'optimiser l'impact qu'il pourra avoir sur un territoire ou sur la société dans son ensemble. Merci beaucoup, je vous en oui, prie. Si je peux me permettre juste de réagir, oui, parce que vous parlez d'or et moi je souscris à tout ce qui vient d'être dit. En ce qui concerne la Coupe du Monde de rugby, je l'ai dit, cette raison d'être et l'importance que le focus que nous mettons sur ce que va être l'impact social, l'impact sociétal de l'événement et la mesure qui va en être faite est pour nous une préoccupation de chaque instant. Je reviens juste sur la capacité à évaluer le nombre de touristes, entre guillemets, qui vont venir pour l'événement. On sait qu'au Japon, on parle de 600 000 visiteurs qui viennent spécifiquement pour la Coupe du Monde de rugby. Nous, ce sera probablement plus de 700 000, peut-être 800 000. Et c'est d'autant plus important que dans les impacts que nous allons laisser, ils sont liés au fait que l'épreuve va se dérouler dans 9 stades et que c'est l'intégralité du territoire par rapport à d'autres événements qui sont plus concentrés. C'est tout le territoire français qui va être impacté et nous allons mesurer effectivement la manière dont la satisfaction à la fois du public français, des citoyens français et des visiteurs et l'impact que cela aura au plan général sur l'opinion internationale qui regardera les matchs va pouvoir être produit par notre épreuve. Le second point, et là aussi je rebondis sur ce qui vient d'être dit, une épreuve, elle ne peut pas ne pas laisser derrière elle une trace. Et donc là aussi, ça fait partie des éléments très importants que nous mettons en œuvre avec la Coupe du Monde de rugby, c'est
ce que les Anglais appellent la legacy, c'est-à-dire l'héritage que l'on va laisser à la fois sur le plan immatériel, la mémoire collective, l'élan, la victoire, la fête, l'ensemble des événements, des éléments qui permettent de concourir à une meilleure, je dirais, une meilleure santé de l'ensemble de la société par rapport à ce type d'événements, mais aussi des éléments matériels que nous allons laisser. Tous les profits qui vont être faits avec cette épreuve seront laissés au monde du rugby, seront laissés pour permettre au monde du rugby de s'épanouir encore mieux partout où il est et partout où il n'est pas encore tout à fait. Et je termine juste avec un mot. On a beaucoup parlé des réseaux sociaux. Ayant pas mal travaillé sur ce sujet, je me méfie beaucoup des analyses trop brutales qu'on fait des différents engagements ou parfois pseudo-engagements qu'on peut essayer de déterminer là-dessus. Non, juste un tout petit mot pour dire, ce matin, antenne chère à mon cœur, parce que j'y ai passé quelques années, TF1 retransmettait le match pour tout le monde et gratuitement. J'alerte, c'est vrai que l'émergence de nouvelles plateformes, de nouvelles manières de distribuer le sport et de le communiquer passe beaucoup par des antennes qui sont de plus en plus payantes et parfois avec un nombre d'abonnés limité. C'est un drame parfois pour certaines disciplines. J'en ai une en tête que je ne citerai pas, mais il y a des disciplines qui auparavant étaient des disciplines grand public et qui deviennent progressivement des disciplines confidentielles parce que la diffusion en est réservée à quelques-uns. Là aussi, rassembler devant les écrans, rassembler le plus large public possible, ici et ailleurs, c'est aussi un devoir des grands événements sportifs s'ils veulent avoir encore du sens dans l'avenir. Alors, je savais que vous étiez un homme de télévision. Ce credo-là, nous l'attendions. Merci, Monsieur Couture. Caroline, on va faire un petit saut dans le futur. On va passer de 2023, de France 2023 au JO 2024, grand événement s'il en est aussi. Et vous êtes polytechnicienne, enseignante chercheuse, et vous faites partie d'un mouvement qui s'appelle Science 2024. J'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu de quoi il retourne, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc moi, je viens vous parler de Science 2024, pas de la Coupe du Monde de rugby 2023, même si on travaille un peu sur le rugby, on pourra en parler. Donc l'idée, c'est que vous savez tous que Paris et la France va accueillir les Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Et nous, dans l'esprit de rassembler, on s'est dit qu'on avait envie de rassembler les scientifiques. Donc moi, je suis physicienne, mais il y a des mathématiciens, des physiciens, des mécaniciens, des informaticiens autour du sport et d'apporter de l'aide aux sportifs de haut niveau français pour les aider à gagner des médailles pour les Jeux olympiques et paralympiques. Donc il y a la ministre des Sports, Laura Flessel, à l'époque, qui a annoncé un objectif de doubler le nombre de médailles, de passer à 80 médailles, ce qui est vraiment très ambitieux. Et on s'est dit que peut-être que si les sciences fondamentales se mettaient au service du sport, on pourrait donner une petite pierre à l'édifice et compléter la recherche qui existe déjà sur le sport. Alors, je vous interromps pour mieux vous faire rebondir. En quoi les sciences peuvent-elles aider les sportifs à gagner des médailles ? Alors, ce dont on s'est aperçu depuis une petite dizaine d'années où on travaille sur le sport avec Christophe Clanet à l'école polytechnique, c'est que le sport, c'est un monde où il y a beaucoup d'empirisme. Donc il y a beaucoup de connaissances enseignées, transmises par les entraîneurs et les sportifs eux-mêmes, mais il y a parfois peu de mesures. Et c'est un milieu où tout se joue à très peu, au pourcent, au pour 1000. Vous voyez encore aujourd'hui, ça s'est joué à une pénalité ratée à la dernière minute. Dans les courses, ça se joue en natation à une longueur de main, à la touche, sur une course de 200 mètres. Donc c'est du pourcent ou du pour 1000. Et donc on s'est aperçu que parfois en mesurant, ça c'est notre métier, c'est de mesurer, en essayant de comprendre les lois qui vont régir le sport, on arrivait à trouver des optimums. Un exemple que vous pouvez voir présenté par Tom au stand du CNRS, c'est par exemple au tir à l'arc, comment on va choisir la raideur de son arc. Donc quels vont être les effets qui vont dominer ce choix? C'est que les archers, ils essayent tout le temps de choisir l'arc le plus fort pour tirer la flèche la plus rapide possible. Ainsi, elle va passer un temps minimal dans l'air, il y aura peu de fluctuations et ils s'attendent à avoir une très bonne précision. Au tir à l'arc, je rappelle que pour avoir la note maximale, un 10 sur une flèche, il faut viser un disque de 12 cm à une distance de 70 mètres.
Je vous laisse imaginer la précision. Et l'effet antagoniste d'avoir un arc très dur, très raide, c'est qu'il va falloir le tendre. Et pour le tendre, il faut exercer une grande force et maintenir cette force. Et si vous faites ça, vous allez voir, Tom vous fera essayer, que si vous visez, il y a des fluctuations de vos muscles qui font que le point visé bouge. Et donc, il y a à la fois, si on fait les calculs de ces différents effets, on voit qu'entre les deux, il y a un optimum, une raideur d'arc qui va vous permettre d'être le plus précis possible. Et donc, c'est ce genre de choses qu'on essaie de faire. C'est passionnant. C'est passionnant parce que, quelque part, ça nous aidera forcément. Je pense qu'il y a encore quelques années de travail, mais ça nous aidera forcément à faire la différence quelque part. Nous, on ne prétend pas qu'on est utile. Enfin, je ne sais pas, ça, on laisse les entraîneurs choisir. En tout cas, on propose nos services, on essaie de compléter leur boîte à outils. Et donc, on a rassemblé, parce que c'est encore une question de rassemblement, on a rassemblé des scientifiques et des étudiants de 11 écoles d'ingénieurs, dont à Lyon, vous avez l'ENS Lyon, l'INSA Lyon, Centrale Lyon, tous les motivés, et la porte est ouverte à tous ceux qui veulent venir. Et cela, ça se fait en collaboration avec le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Présent ici d'ailleurs. Qui est présent ici, dont Adrien, qui pourra vous faire visiter le stand, et qui rassemble des chercheurs en sciences du sport et des sportifs de haut niveau. Et on essaie de se mettre tous ensemble pour apporter ce dont il y a besoin aux sportifs. Et on accueille toutes les bonnes motivations. Et il y a des startups qui vont être créées à partir des innovations qu'on peut faire. Très bien. Voilà. Merci pour cette présentation. Vive la science. Vive la science. Et vive le sport. Et vive le sport, bien sûr. Chloé, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques de 2024, bien évidemment, vous allez analyser tout ça. Vous avez déjà sans doute commencé à travailler sur certains programmes. Oui, bien sûr, on évalue, on travaille déjà pour des événements à l'étranger notamment pour l'instant, et on espère bien évaluer et apporter aussi notre contribution au savoir autour de ces événements et de l'impact positif dont on espère qu'ils auront sur la société et sur la France en particulier. Xavier, est-ce que vous voulez lever le voile sur l'avancée du grand chantier de France 2023 ? Ouais, France 2023, nous sommes encore à 4 ans. Alors, il va se passer un certain nombre d'événements dans les semaines qui viennent à l'occasion de la Coupe du Monde de 2019. En particulier, nous allons publier courant octobre, enfin à 4 ans pile, c'est-à-dire le 20 ou le 21 octobre, un manifeste qui sera un document d'une trentaine de pages et qui affirmera les grandes valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure et qui permettra à l'équipe et à Claude Haché en particulier d'affirmer quelle est l'ambition, cette raison d'être à laquelle nous sommes tellement attachés, à laquelle nous donnons tellement d'importance pour éviter d'être un événement comme ça, par habitude, mais au contraire lui donner le plein sens de ce que nous attendons pour lui et pour répondre à ce que sera l'étude d'Ipsos et qui montrera que la Coupe du Monde de rugby aura été un événement exemplaire à tout point de vue. Donc, nous avons déjà signé avec l'essentiel des stades. Nous avons un nombre de villes candidates à être des camps de base pour les équipes étrangères qui vont venir, parce que là aussi, c'est beaucoup de nations qui viennent sur notre territoire qu'il faut accueillir. Il y a des camps de base, et ces camps de base sont en voie d'être choisis. Nous avons l'accord d'un certain nombre de partenaires, qui sont des grands partenaires marques, qui évidemment, à chaque discussion qu'elles ont avec nous, sont amenés à se poser la question de leur association, de leur légitimité dans ce rapport à l'événement qui est à la fois très original sur un seul sport et avec de très forts principes et gouverné par une très grande volonté de respecter tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Eh bien voilà, on peut considérer qu'à 4 ans de l'événement, nous ne sommes pas en retard. Je ne dis pas qu'on est en avance, mais nous ne sommes pas en retard et les choses avancent avec, je dirais, détermination, ensemble, dans le rassemblement de l'équipe et dans le rassemblement de tous ceux qui concourent, y compris la constante de Planck à laquelle on va faire appel pour que nos joueurs soient capables de gagner le jour venu. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je vous demande si vous avez des questions à poser. On a encore 1 ou 2 minutes, donc si vous voulez interpeller un de
l'un ou l'une de nos conférenciers ou conférencières, eh bien, vous êtes les bienvenus. C'est toujours la première question qui est la plus compliquée, hein, généralement. Mais dès qu'on décide de lever le doigt, qui? Les jeunes d'Amos, là? Voilà, j'étais sûr. Pardon. Voilà, j'étais sûr que ces jeunes étudiants, hein, on peut les applaudir, tous ces étudiants d'Amos, là, qui sont l'école de sport de Lyon. Hein. Voilà, allez-y. Bonjour Monsieur Couture, j'ai une question en fait concernant le rayonnement du rugby pour la Coupe du Monde qui est du coup de 2019 et 2023. Vous aviez dit qu'elle avait pour but un événement pour l'écologie mais également pour le rassemblement concernant la féminisation. Mais est-ce qu'on a aussi un troisième but sur du plus long terme concernant une nouvelle participation au JO pour cette compétition sportive qu'est le rugby qui a disparu à partir des JO de 1924 si je ne me trompe pas? Oui, alors, Il y vous a savez qu'au JO, hein. Il y a le rugby à 7 maintenant. au JO, Voilà. il y a le rugby à 7, qui est une autre forme de rugby qui est très différente dans son exercice et qui est probablement plus spectaculaire et rythmé. Plus spectaculaire, je veux dire, pour les non-amateurs, pour ceux qui ne connaissent pas bien le rugby. Il y a un jeu de mouvement qui est effectivement moins intéressant pour ceux qui aiment le rugby. Alors, moi, je ne veux pas parler. Non, mais les amateurs de rugby, il est vrai, aiment le rugby à 15 parce que c'est un sport qui embarque avec lui une telle difficulté territoriale et une telle difficulté de l'interprétation des règles et du jeu que le rugby à 7 ne peut pas complètement le reproduire. Néanmoins, moi, je ne veux pas m'exprimer en lieu et place des responsables qui sont au sein de la Fédération internationale, enfin au sein de World Rugby, j'imagine, en discussion avec le CIO. Personnellement, j'appelle de mes voeux que le rugby masculin, le rugby féminin à 15 soient de nouveau des sports olympiques. Je le souhaite très, très sincèrement. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est spectaculaire, que c'est beau et que la France aurait une chance de médaille, ce qui permettrait de nourrir les 80 médailles voulues par Laura Flessel. Et la deuxième raison, la seconde raison, c'est que je crois que c'est un sport qui est, encore une fois, exemplaire sur le plan, je ne passe trop se gargariser de mots, mais il véhicule avec lui une certaine idée de la société, c'est-à-dire où l'affrontement se fait dans des règles observées par tous. Certes, c'est un sport qui est un sport de contact, et je refuse le mot sport violent, il n'est pas violent. Lorsqu'on parle de sécurité au rugby, oui, effectivement, il y a eu des drames, mais je rappelle qu'il y a beaucoup d'autres sports. On compare souvent le rugby au football. Un gamin de 15 ans qui prend un ballon qui arrive à 30 km/h sur la tête pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'impacts, je ne crois pas que ce soit tellement non plus... Voilà. Donc je pense qu'il faut être très vigilant dans la pratique du sport. Le sport est une activité physique et on met forcément son organisme à rude épreuve. Mais je trouve que le rugby a des valeurs d'exemplarité sociale, d'exemplarité, je dirais, de confrontation autour d'une même règle, qui mériterait de revenir aux Jeux Olympiques, qui sont par définition un sport, un événement où l'on rassemble justement tellement de pays et tellement de disciplines. Le rugby a toute sa place. Merci de cette réponse, Xavier Couture. Une dernière question, madame? Alors, toujours sur le sujet du rugby, moi j'adore le rugby. J'ai vu mon père jouer, j'ai vu mon frère jouer, mon fils joue, voilà. Mais je trouve qu'il y a un défi à relever. Ce sport a évolué. On voit des chocs très, effectivement, violents. Je suis désolée, il y a le mot. Moi, je suis sur les bords des terrains. Les gamins, à 14 ans, voilà, ils reçoivent des chocs, parfois sur la tête. Il y a un défi de réinventer des règles pour éviter ces chocs à la tête qui ont, on le voit bien, que ce soit aux professionnels ou aux gamins que je vois tous les week-ends, qui ont un impact réel. Comment allez-vous relever ce défi-là d'évolution du rugby pour Rugby 2023? Alors c'est effectivement un défi. Ce défi, il est introduit dans l'histoire du rugby avec, dans un premier temps, l'apparition du rugby professionnel dans l'hémisphère sud et la transformation physique des athlètes. On était effectivement dans un sport de terroir. Il y avait une sorte de tradition du bon gros joueur de rugby qui avait bu un peu de bière avant d'entrer sur le terrain et en boirait après et arrivait avec du poids et pas forcément la musculature capable d'emporter 90 ou 95 kilos à moins de 11 secondes sur 100 mètres. Ce qui est le cas aujourd'hui chez les meilleurs athlètes et qui effectivement
selon la bonne règle. Je ne parlerai pas du carré de la vitesse, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si, mais j'ai une réponse scientifique à apporter, si vous voulez. Donc, formidable. Et donc, j'attends la réponse scientifique. À ce stade, sur ma maigre contribution, qui est une réponse simplement au nom du monde du rugby, cette responsabilité-là, elle est prise en compte, que ce soit World Rugby ou les fédérations nationales. Tout le monde se penche sur une meilleure sécurité pour les jeunes joueurs, pour les joueurs d'une manière générale. Vous avez vu que les plaquages sont aujourd'hui très sévèrement réglementés. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises et qui vont permettre, et il faut le faire, dans les années à venir, de limiter ou d'éviter ces contacts qui sont parfois effectivement extrêmement violents. On va essayer de remettre un peu d'ordre dans les nouvelles règles. Ça a déjà commencé, je crois. Hein. On est déjà ça a commencé. Il y a beaucoup de règles qui ont déjà évolué. Et d'ailleurs, on ne fera pas une statistique des drames, mais disons que le rugby progresse beaucoup dans cette direction. J'ajoute que si l'on peut introduire dans les nouvelles règles des éléments qui permettent de revenir à un jeu d'évitement plutôt qu'à un jeu d'affrontement, c'est probablement une bonne chose. D'ailleurs, moi, c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup le rugby féminin. Le rugby féminin, il est pratiqué par des athlètes qui, ont réintroduit cette idée du jeu d'évitement qui fait que c'est très agréable à regarder, c'est très fluide et ça rend les matchs peut-être un peu moins électriques et un peu moins violents. Voilà. Merci beaucoup. On est preneur de la solution scientifique, si elle ne dure pas 3 quarts d'heure. Parce que nous avons un autre débat derrière. Je ne sais pas si ça va jouer en faveur de la science, mais non, en thermodynamique, on a une loi qui s'appelle l'équation d'état des gaz parfaits. Et si vous mettez des particules dans une boîte, vous avez une loi qui relie la pression avec le volume de la boîte, le nombre de particules qu'il y a dans la boîte, une constante fondamentale qui ressemble à la constante de Planck, et la température. Et la température, c'est l'agitation des particules autour de leur position d'équilibre. Donc si on compare les joueurs de rugby à des particules dans une boîte, si vous voulez relâcher la pression, parce que c'est ça le problème du rugby actuel, c'est que les joueurs ont pris en masse, en muscles, et vont plus vite. Donc les impacts sont plus violents. Ce qu'il faut, c'est soit baisser le nombre de particules, mais ça change un peu les règles, c'est pas forcément bien, mais c'est ce qui se passe pour le rugby à 7, soit augmenter un peu la taille de la boîte. Donc si jamais on augmentait la taille du terrain de 1 mètre latéralement, peut-être que ça pourrait relâcher un peu la pression, et c'est ce que vous voyez sur le sport féminin, où la musculature des femmes n'a pas atteint celle des hommes, et elles vont un petit peu moins vite. Comparaison n'est pas raison, mais on laissera la scientifique jouer avec les particules et les joueurs. Je lui laisse la responsabilité, mais j'entends néanmoins la réponse qui ne me paraît pas inintéressante. On terminera avec le chat de Schrödinger. Donc le joueur, il est à la fois sur le terrain et en dehors. Je vois que vous avez les bonnes bases. Pardonnez-moi. Mesdames, Messieurs, on va devoir mettre un terme à cette discussion très agréable. Je vais vous demander un applaudissement tout particulier pour nos 3 intervenants. Voilà, Chloé Morin, Caroline Cohen et Xavier Couture. Merci à vous. Vous pouvez continuer, si vous le souhaitez, d'échanger en dehors de l'espace, si vous êtes sollicité par des questions. Merci beaucoup, Monsieur Couture. Merci à vous. Merci, Caroline.